Je vais vous présenter un programme d'investissement d'avenir qui s'appelle Écocité. Je vous présenterai ensuite 4 innovations urbaines, un chantier mutualisé, un parking mutualisé, vous allez voir que le mot mutualisé revient souvent, un pass multiservice et de la valorisation de l'énergie fatale en provenance d'une zone industrielle. Et puis, je vous livrerai 4 conclusions, 4 éléments de réflexion qui émanent des différentes études de cas que je vous présenterai. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter la démarche Écocité? Parce que c'est un programme de financement de subvention du ministère du ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires qui a été initié en 2009. Et dans ce programme, en fait, vous allez voir qu'il y a 19 villes qui étaient éligibles jusqu'à présent. Et dans ces 19 villes, il y a 146 actions. Donc, c'est des innovations urbaines qui sont dans plein de domaines différents. Premier point. Deuxième point, ce qui était intéressant dans le programme Écocité, c'est que ce sont des innovations urbaines qui fonctionnent dans un contexte urbain. C'est-à-dire que ces innovations-là, elles ne sont pas des innovations technologiques comme un peu des soucoupes volantes dans une ville. Elles sont cohérentes avec un programme, avec un projet de territoire. Je pense que Monsieur le Ministre reprendra, je serais intéressée à savoir comment ça se passe à Issy-les-Moulineaux. Donc toutes les innovations urbaines qui sont présentées dans Écocité, même s'il y en a plusieurs par ville, elles sont toutes cohérentes les unes avec les autres et elles sont au service d'un projet de territoire, premièrement. Donc il y a 2 modalités de financement, de subvention de ce programme d'investissement d'avenir. La première modalité, c'est de la subvention, simple, on connaît. Il y a eu 295 millions de subventions qui ont été versées à des collectivités ou à des entreprises, c'est un point aussi également intéressant. 295 millions et ces 295 millions d'euros ont généré, on estime, 3,3 milliards d'euros d'investissement privé et des collectivités territoriales. Donc un effet de levier très important. Que vous dire de plus sur la démarche Écocité? Donc 19 villes, 146 actions innovantes. Le programme est animé par le CGI et le bras armé de ce programme, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Le rôle du CEREMA, donc pourquoi je connais ces innovations urbaines? Je les connais parce que le CEREMA est chargé d'animer un club des écocités. L'intérêt du club des écocités, c'est que ces 19 villes, ces 146 actions, elles n'ont pas toutes bien marché. On s'imagine bien qu'il y a des actions qui ont mal marché, qui ont dérapé, qui ont été finalement rattrapées. Et l'intérêt d'un club, c'est que finalement, ces démonstrateurs, dans un club, on peut dire ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et l'intérêt du démonstrateur, c'est qu'il soit réplicable et qu'il soit réplicable ailleurs. Donc, dans le rôle du CEREMA, on fait en sorte que dans le club Écocité, on monte des journées thématiques et on se parle franchement. On dit voilà, franchement, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on est chargé d'animer le club des écocités, on est chargé de monter des retours d'expérience et puis de faire de l'évaluation ex post. Ça aussi, c'est important, vous le verrez, parce que quand le promoteur que vous avez choisi vous dit ah ben finalement, j'ai plus d'argent pour mettre, je me suis engagé à faire de la RT 2012 moins 48%, et puis une fois qu'il a le terrain, il est content. Hein, non mais et puis à la fin, il a peut-être plus l'argent, il va vous dire ben moi les panneaux solaires finalement je vais pas les mettre. Or l'intérêt d'une évaluation ex post quand on a une subvention publique, c'est que on peut ensuite demander une évaluation pour dire est-ce que vous avez atteint les objectifs, sinon je vous donne pas la subvention. C'est une petite parenthèse pour dire parce que sinon les collectivités territoriales, elles ont un choix très simple, vous n'avez pas rempli votre cahier des charges, eh bien vous devez démolir et laisser en état bien propre. Évidemment, c'est pas une solution, ça ne se fait pas. Donc 3 rôles du CEREMA, animer le club des écocités, faire les retours d'expérience et puis l'évaluation ex post. Ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est 4 écocités, 4 actions, mais une seule écocité. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'intérêt des actions innovantes, des démonstrateurs urbains ou des innovations urbaines, c'est qu'elles soient utiles à un projet de territoire. Donc, je n'allais pas vous présenter 4 actions très différentes dans 4 territoires différents. J'ai préféré vous les présenter sur un seul territoire et j'ai choisi la ville de Lyon.
Pourquoi? Parce que la ville de Lyon a 11 actions innovantes, urbaines innovantes, qui sont financées, et que sur ces 11 actions, je vous en présenterai 4, mais qui sont toutes variées. Donc une sur un parking mutualisé, un autre sur un chantier, comment on gère un chantier en ville, un autre sur comment on récupère de la chaleur du sud, là vous voyez, de la vallée de la Chimie. Et puis le quatrième que j'avais l'intention de vous présenter, c'était un pass urbain. Voilà, le dernier, c'est le pass urbain. Celui-ci, il n'est pas territorialisé, il est sur l'ensemble de la ville du Grand Lyon. Les 3 territoires qui nous intéressent, c'est Confluence. Donc, quand vous arrivez à Lyon, si vous descendez à Pardieu, vous n'allez pas voir Confluence. Donc, je vous conseille la prochaine fois de descendre non pas à Pardieu, mais à Perrache, et d'arriver dans cet ancien quartier industriel qui était une friche très longtemps, jusqu'à que la municipalité, enfin le Grand Lyon s'en saisisse pour faire un quartier extrêmement innovant dans lequel il y a des smart grids. Je n'en parlerai pas parce que ici les Moulineaux fait ça tout aussi bien, si ce n'est mieux, avec une dynamique territoriale extrêmement intéressante, 15 000 habitants, une forte croissance, 15 000 emplois. Le territoire d'à côté, Gerland, de l'autre côté du Rhône, c'est un territoire très vaste, avec une trame très 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 large et qui est aussi en forte croissance. Et le dernier, c'est la vallée de la Chimie. Vallée de la Chimie, c'était un projet intéressant et unique finalement par rapport aux autres écocités, c'est qu'on n'est plus vraiment en ville. Mais d'un autre côté, on est dans le Grand Lyon quand même, et on a un projet qui est industriel, c'est-à-dire on va travailler avec des industriels. Je passe à ma première étude de cas. Le périmètre de chantier de Pardieu. Pour vous le présenter, je vais faire appel à votre bon sens. Vous avez tous fait un chantier chez vous. Vous êtes réfléchi à qui vous allez prendre pour faire l'électricité, pour faire le plâtrier, pour faire la plomberie. Et puis au bout d'un moment, vous allez dire, bon, finalement, je vais prendre un coordinateur de chantier. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé sur le projet du chantier de Pardieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une situation où Pardieu est en pleine rénovation, 1 million de mètres carrés. 1 million de mètres carrés, c'est beaucoup, hein, c'est quasiment la plaine Saint-Denis. 1 million de mètres carrés vont être produits dans les 10 prochaines années sur du commerce, du bureau, de l'activité, du logement. Donc tout ça, c'est formidable, on était très contents, jusqu'à ce que les équipes municipales disent « bon, ça va nous générer de la pollution, ça va générer des embouteillages, ça va générer des déchets. Donc je vous demande, vous, services municipaux, de faire en sorte que ça se passe bien. » Donc le projet qui a été proposé, c'est un projet de gestion de chantier. En soi, comme ça n'a pas l'air très innovant. Mais en réalité, c'est unique en Europe. Il n'y en a pas eu d'autres qui ont été faits comme ça en France. Et le principe de ce chantier, de cette gestion mutualisée des chantiers, c'est que d'abord, on fait on regarde tous les flux qui vont rentrer sur ce chantier pour construire ces 1 million de mètres carrés. Tous les flux, c'est les flux de matériaux, c'est les flux de camions, de camionnettes, les flux d'eau, les flux qu'est-ce que j'ai d'autre, de déchets. D'abord, on fait ça. En deuxième temps, on essaye de voir dans quelle mesure on peut mutualiser les entrants. C'est-à-dire qu'on va demander. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a demandé en fait à toutes les parties prenantes de ce chantier de travailler ensemble. Ça veut dire 120 entreprises aujourd'hui, des entreprises de la construction, du BTP, de l'électricité, de tous les corps de métier, ont accepté de travailler ensemble pour mutualiser leurs flux entrants.
on leur a demandé de signer une charte et on a travaillé tous ensemble à un cadencement pour faire en sorte que les voitures, les camions, les camionnettes n'arrivent pas tous ensemble. On fait un diagramme de Gantt, c'est un espèce de fichier Excel amélioré si vous voulez, mais à cette échelle-là, c'est quand même assez extraordinaire. Du coup, on arrive avec une base de vie, avec trois, vous voyez, en fait, je ne sais pas si c'est très clair, il y a 3 périmètres. Un périmètre avec le confort pour les ouvriers, où est-ce qu'ils peuvent manger, enfin leur sanitaire, etc. Un autre périmètre qui est la base de vie commune de l'ensemble des chantiers, et puis chacun a son petit chantier. Et ce qui est financé, finalement, c'est très peu. C'est un peu le premier exemple que je trouve assez emblématique, parce que vous voyez, le financement, c'est 400 000 €, c'est rien du tout, dont 140 000 par écocité. Alors que le résultat, finalement, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, le chantier, ce qu'on appelle les chantiers furtifs, ce chantier furtif fonctionne depuis 2015. Il y a pas eu d'embouteillage. On a maîtrisé la pollution, on a maîtrisé les inconvénients liés à ce type de grand chantier. Et le premier élément qui me vient à l'esprit, donc il y a 4 mots-clés pour ce chantier. D'abord, la mutualisation. C'est ça, on met pas beaucoup d'argent, mais on demande à toutes les entreprises de mutualiser. Le camion ne peut pas rentrer s'ils sont pas pleins à 100%. Donc une entreprise de construction qui arriverait avec un camion plein à 30%, il devrait laisser son matériau dans le stockage et accepter que ça rentre dans le camion de quelqu'un d'autre. Mutualisation. Deuxième élément que je trouve fondamental, c'est que la collectivité, finalement, elle a joué le rôle de tiers de confiance. Tiers de confiance, c'est un mot qui va revenir dans toutes les études de cas que j'ai étudiées. Le tiers de confiance, c'est quand la collectivité fait en sorte qu'elle mette en relation les entreprises privées les unes avec les autres, mais aussi les entreprises publiques, les gestionnaires de l'eau, gestionnaires de flux, mais aussi les entreprises privées. Je trouve que c'est ça qui est nouveau, c'est collectivité fait se parler des entreprises privées entre elles, parce qu'elle est ce tiers de confiance qui garantit que, certes, vous allez me donner vos données. Quand dans la première partie du travail, on a fait le bilan exhaustif de tous les flux entrants. Vous allez me donner vos données, mais je les partagerai avec d'autres entreprises uniquement dans l'intérêt de ce chantier. Et je peux vous garantir que les entreprises n'auront pas accès à vos données pour en faire autre chose. Donc, deuxième point, la collectivité ici est tiers de confiance. Et puis, le troisième chose, c'est modèle d'affaires. Un nouveau modèle d'affaires. Encore une fois, c'est relativement peu d'argent, mais tout le monde y a gagné. Toutes les entreprises privées, là, elles y ont gagné. Parce qu'elles-mêmes aussi, elles ne voulaient pas avoir des embouteillages. On sait comment ça se passe quand ça se passe mal. Voilà. Donc, à la fin, le modèle d'affaires, il est faire économiser de l'argent à toutes les entreprises en mettant finalement relativement peu. Et puis, à la fin, c'est surtout de l'huile de coude. Parce que, je vous dis, bon, après, pas simplement, parce que c'est pas un fichier Excel simple, c'est de la gestion de base de données derrière, c'est de grande qualité, mais finalement l'élément clé, c'est pas l'innovation technologique, je dirais, et ça on le retrouvera dans d'autres études de cas. C'est pas l'innovation technologique, c'est le rôle pivot de la collectivité, à mon sens. Premier exemple. Je vais passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est le pass urbain. Alors le pass urbain, encore une fois, pour reprendre une image un peu triviale, jusqu'à présent dans notre sac à main, on avait tous plein de cartes, la carte de piscine, la carte de transport en commun, la carte de cinéma, et puis toutes les cartes de réduction à droite à gauche. Aujourd'hui, on a quand même un outil magique avec nos iPhones. On commence tous à centraliser toutes nos données dans un iPhone. Et ben c'est un petit peu ce qui a été proposé à Lyon. À Lyon, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir d'une seule carte en fait pour faire à la fois pour utiliser et payer. Donc deux fonctions, utiliser et payer, à la fois les transports en commun, jusque-là c'est assez banal, donc la carte, cette petite carte que j'utilise là, DTCL, transport en commun lyonnais, elle me permet déjà aujourd'hui de prendre tous les transports en commun et le vélo électrique. Donc ce sera la même carte, simplement on va beaucoup plus loin. On peut aussi payer les parkings. Ce qui est extrêmement nouveau, c'est les péages. On peut payer et l'utiliser pour payer les péages
et pas simplement les péages urbains, les péages autour du Grand Lyon. Et à terme, on pourra aussi intégrer d'autres services, donc les services de piscine municipale, les services de bibliothèque municipale, mais aussi les services d'autopartage, nos services d'autopartage préférés qu'on utilise avec notre smartphone, et puis pourquoi pas tout un tas d'autres services aussi. Là encore, on a donc un seul pass urbain, une seule facture, et ce qui est donc extrêmement pratique finalement, à la fin ça a l'air très très simple, une carte pour tous les usages, ça a l'air très simple, il me reste 5 minutes. Ce qui a l'air extrêmement pratique, derrière il y a quand même beaucoup de choses. Et puis ça renvoie à l'idée de la conception intégrée dans le projet urbain. Je passe au troisième exemple, construire un parking mutualisé. Encore une fois, ça a l'air d'être du bon sens. Les bureaux sont vides, les parkings des bureaux sont vides la nuit, les parkings de logements sont vides le jour. Donc, ça a l'air très simple, il suffit de mutualiser. Ça a l'air simple, tout simplement, ça pose plein de problèmes. C'est très compliqué. Pourtant, là, le Grand Lyon a réussi à le faire sur Confluence. D'abord parce qu'il a réussi à convaincre les promoteurs. Alors, il y a une forme de coercition, c'est-à-dire on met 0,7 parking par logement, donc voilà. Et puis il y a aussi une forme d'incitation, c'est qu'il faut convaincre aussi les promoteurs, quand eux-mêmes vont vendre à leurs clients, voire aux logements sociaux, de dire j'ai oublié de vous dire, il faut faire 150 mètres à pied pour aller garer votre voiture. Donc il y a tout un volet acceptabilité dans les innovations sociales qui sont très importantes. Et puis évidemment dans un parking comme ça, on rajoute tout un tas de services. Des services à la mobilité, puisque l'objectif c'est qu'il y ait un report en fait modal. Donc on aura des voitures électriques en libre service, des vélos électriques en libre service, des tarifs préférentiels pour les transports en commun préférés, etc. Et donc aujourd'hui, dans l'économie, quand on réfléchit à l'économie de la fonctionnalité, Bouygues ne vend plus du parking, ils vendent le droit d'utiliser un parking, donc une concession sur 20 ans quand même, donc Aliad Logement Social a acheté une concession sur 20 ans dans un parking dont il ne sera jamais propriétaire, et il doit revendre ça à ses locataires. Le dernier, je ferai rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais l'exemple est quand même très intéressant, c'est la vallée de la chimie. La vallée de la chimie, c'est 700 entreprises de la chimie, plutôt de la chimie lourde, qui est en voie de se reconvertir vers la chimie verte. Et là, l'idée, c'est toujours la même. C'est un peu l'idée du samedi matin, vous allez à votre maison de campagne et puis vous avez le paysan d'à côté qui vous dit « Ah, votre bosquet, là, il y a plein d'arbres qui tombent. Est-ce que tu permets que je récupère les branches, que je coupe, que je scie et puis que je me chauffe ce week-end? Mais t'es quand même bienvenu pour le pot à l'ouverture de la chasse. Et je t'en donnerai la moitié. » Donc là, c'est un peu la même idée, et c'est une idée qui a été très bien développée à Kalundborg en Norvège. C'est de reprendre toutes les énergies fatales, enfin pas toutes, de reprendre certaines énergies fatales de certaines industries qui jusqu'à présent ont le statut de déchets, pour les intégrer dans la production d'entreprises qui sont à proximité, donc sur ce grand territoire avec 700 entreprises. Je finirai par je finirai donc par les 4 réflexions que je me suis faites en regardant ces études de cas-là, les étudiants. La première, c'est les innovations urbaines ne font pas le projet de territoire. Ça, on le retrouve, c'est-à-dire que la démarche politique, la démarche de faire un projet de territoire, elle est au cœur. L'innovation, elle va technologique, elle va vous servir, elle doit servir ce projet. Mais chaque fois qu'un projet d'innovation urbaine était décalé du projet de territoire, ça n'a pas marché. Deuxième point, la collectivité devient un tiers de confiance. On est dans les restrictions budgétaires, c'est une évidence. Les collectivités le ressentent profondément. Eh bien, elles ont pourtant un effet de levier formidable à jouer en étant ce tiers de confiance, non plus simplement entre le public et le privé, mais, c'est ça qui est nouveau, entre le privé et le privé. Troisième point, la ville connectée telle qu'on la voit là, c'est plus une ville connectée bottom-up ou top-down, mais c'est une ville connectée multi-entrée.
En fait, on s'aperçoit que les collectivités, elles sont sollicitées finalement par des entreprises qui ont plein de bonnes idées. Et ensuite, pour les mettre en œuvre, il faut associer plein de monde. Et le dernier, c'est que, comme partout ailleurs dans l'économie, dans la ville comme partout ailleurs, on est rentré dans l'économie de la fonctionnalité. On est dans l'usage, on n'est plus dans la propriété. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je crois que j'ai une bonne séquence là pour le site Intermine. Merci beaucoup Marie-Laure. On va enchaîner. J'ai regardé les tweets, il n'y avait pas de questions. Non, Simon me dit non. On peut en prendre. Je prendrai 2 questions. Hein. Marc Tasson. Bonjour, Marc Tasson, directeur général de l'Institut des routes, des rues, des infrastructures pour la mobilité. J'ai une question sur le projet de la Pardieu. Alors, vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas noté. Le centre de stockage, il est situé à quel endroit par rapport au chantier? Parce que pour que ça marche, j'ai la photo. Le chantier est bien confiné. Sur la photo, il est à côté, mais je suppose qu'il est très loin. Sinon, ça marche pas. Non, il n'est pas très loin. Il est sur le site. Ça veut dire que tout le monde arrive sur le site, même avec des camions à 30% remplis, alors. Celui-là, le centre de stockage, il est en ville, il n'est pas très loin, il est en ville, pas très loin du... Et comment vous diminuez les embouteillages alors? Je comprends pas. Je suppose qu'ils ont calculé de le mettre au bon endroit pour que ça gêne pas, effectivement. Il faut qu'ils soient assez éloignés. À proximité, on ne voit pas arriver de camions. À proximité, on voit arriver très peu de camions, hein, nous. D'accord. Il est déjà en ville. Je sais qu'il est en ville et il n'est pas très loin, mais je vous redonnerai le plan. Pour que ça marche, à mon avis, il faut quand même qu'il soit... il faut qu'il qu'il ne génère pas d'embouteillage, voilà. Qu'il soit choisi sur un site qui ne génère pas d'embouteillage, ça c'est sûr. Parce que le quartier de la Pardieu est quand même bien dense, et puis il fonctionne bien. Et Marie-Laure, on pourrait très bien entrer des camions pleins et ensuite les fractionner et faire du picking, c'est-à-dire fractionner en petites commandes. En l'occurrence, c'est pas ça qu'ils font. Hein. Ils ne rendent que du camion plein et donc ils ont signé une charte pour le... Parce qu'en fait, ça a été fait sur un chantier à Cœur Défense dans les années 2000. Exactement ça, tout à fait. Ce modèle-là est unique. Après, il y a plusieurs types de chantiers, je ne sais plus comment on dit, furtifs, mais celui-ci est unique en France. Très beau projet. Une dernière question. C'est un projet de Bon City. Tu dois en parler d'ailleurs. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question sur le pass urbain. Comment est-ce que vous comptez, comment est-ce qu'ils comptent convaincre les utilisateurs d'adopter un système où, grosso modo, leur usage de tous les services va être suivi à la trace? Est-ce qu'il n'y a pas une méfiance vis-à-vis de ça? Et comment est-ce que vous mettez en avant justement la confiance vis-à-vis de ça? C'est une bonne question. Je crois qu'on l'abordera pendant la table ronde, justement. Alors, une troisième question, mais c'est la dernière. Avant qu'on passe à la table ronde. Par ici. Attends. Gilles Mahé d'Asso Systèmes. J'ai bien compris qu'on réunissait tous les acteurs, qu'on les faisait, qu'on mutualisait leurs actions, mais quel type d'ingénierie et quel acteur coordonne ce travail d'ingénierie participative ou collaborative? Je trouve que c'est une excellente question. Alors, il se trouve que dans les collectivités, ils ont chacun leur façon de faire. Et à Lyon, en fait, ils ont une ingénierie très forte. Ils ont beaucoup d'ingénieurs territoriaux, ils ont beaucoup de fonctionnaires territoriaux, et donc l'ingénierie se fait en interne. Par contre, à Grenoble ou dans d'autres écocités, ils ont des bureaux d'études à qui ils sous-traitent l'ingénierie. Je suis pas sûre. J'ai bien compris la question. C'était le sens de votre question? En tout cas, la question de l'ingénierie des collectivités, à mon avis, elle est essentielle pour réussir des projets urbains intégrés comme ceux-ci. Monsieur le ministre avait un commentaire. Oui. Ce qui m'amuse, c'est que quand on a fait le fort chez nous, c'est-à-dire 12 hectares, transformés en 1600 appartements avec géothermie, collecte pneumatique et domotique, on avait à régler 400 camions par jour, avec tout un quartier pavillonnaire autour. Et les élections 2 ans après. Un beau challenge. On a fait 80%. Bravo.